Alors, pour notre prochain talk, on va avoir Hugo et Thomas qui vont nous parler d'un projet visant à faire un orchestrateur donc en Rust. Alors moi, quand j'avais vu ça passer, j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'à l'époque où j'étais chez Docker, j'avais fait plusieurs talks un petit peu comme pour expliquer comment ça marche les containers et en mode on va faire notre container au burin et au marteau avec Unshare, chroot, etc. Ensuite, il y avait la célèbre Liz Rice qui a fait la même chose en Go. C'était quand même déjà un peu plus classe que mes trucs en shell. Et puis j'avais dit un petit peu en plaisantant à l'époque, ça serait bien que quelqu'un fasse ça en Rust. Et quelqu'un, je me rappelle plus qui, du coup, l'a fait. Et puis un jour, je m'étais dit, tiens, ça serait rigolo qu'il y ait des gens qui fassent ça, mais là, plus pour les containers avec Docker, mais carrément l'orchestrateur pour faire le parallèle avec Kubernetes. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible, ce sera beaucoup trop compliqué. Personne ne fera jamais ça. Alors, je pense que l'orchestrateur en shell, le défi reste à relever. Et puis l'orchestrateur en Rust, ils l'ont fait et ils vont vous en parler. Voilà, à vous. Merci. Comme l'a très bien expliqué Jérôme, donc ce qu'on va vous faire, on va faire un retour d'expérience donc sur un projet qu'on a eu, donc le développement d'un orchestrateur de conteneurs en Rust. Déjà merci pour votre présence et merci, je tenais à remercier aussi l'organisation pour nous avoir fait confiance. Mais on va d'abord se présenter. Donc moi c'est Hugo, je suis apprenti ingénieur en 5e année à Polytech Montpellier et en même temps donc, je suis développeur full stack à NetExplorer. C'est une entreprise qui fait du stockage et de la gestion de fichiers dans le cloud et elle est située dans la banlieue toulousaine. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Thomas, donc dans la même promo qu'Hugo, en 5e année à Polytech Montpellier, et je travaille en tant qu'ingénieur cloud DevOps au sein d'Ioterob, qui est une startup montpelliéraine qui fait une solution de gestion d'objets connectés à distance. Du coup, juste pour commencer, on va juste prendre quelques chiffres qui nous paraissaient intéressants. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près plus de 800 annoncés participants au KCD, donc c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup, on va dire, pour quelque chose autour de Kubernetes et du cloud. Mais finalement, en fait, on voit que par rapport à la KubeCon l'an dernier, on avait plus de 7000 personnes qui s'étaient réunies. Et en fait, ça témoigne, selon nous, de l'engouement de Kubernetes et de son adoption ces dernières années dans le monde du cloud, etc. Et du coup, nous, ce qu'on a cherché à savoir, c'est pourquoi, en fait, Kubernetes, il est arrivé et pourquoi il y a eu un engouement si grand. Et voilà. Ouais, l'engouement a été tellement grand qu'en fait, nous, dans notre formation de DevOps, on utilise tous ces outils, notamment de création et de gestion de conteneurs comme Docker et Kubernetes. Et on a eu la chance en première année d'avoir un projet où on réécrivait from scratch un orchestrateur de conteneurs en Rust. Donc on va vous montrer, c'est vrai que tous ces outils-là qu'on utilisait en première année, on les utilisait sans vraiment les comprendre. Voilà, on était assez comme un étudiant bête et méchant, on utilisait sans vraiment chercher à comprendre. Mais on va vous montrer que donc ce projet, ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent ces outils. Ce retour d'expérience, il va se dérouler en 4 temps. D'abord, on va vous expliquer ce qu'est RIC. Ensuite, on vous montrera donc les challenges auxquels on a dû faire face. Et il y en avait pas mal, il y en avait beaucoup. Ensuite, on vous fera une petite démonstration rapide de ce qu'est RIC aujourd'hui. Et on finira par les différents retours et évolutions de ce projet. Ok, du coup, on va commencer donc par rentrer un peu vraiment dans ce qu'est RIC finalement. Donc RIC est le nom de l'orchestre de conteneurs. On n'a pas été très original, c'est pour Rust in Kubernetes. Ouais, ça veut un peu rien dire, mais bon, ouais. ça sonnait mieux. Mais du coup, juste pour donner un peu de contexte, donc là vous avez la promo, donc vous avez 3 étudiants qui sont ici devant en violet, ils sont reconnaissables. Donc si vous pouvez les applaudir juste un coup, s'il vous plaît, pour leur travail. Merci. Du coup, ouais, on était 12 et donc le projet nous a été donné pour évaluer donc un cours en virtualisation et conteneurisation qui était dispensé par Samuel Ortiz. Donc du coup, l'idée de RIC au départ, c'était d'avoir donc un orchestrateur cloud donc, qui embarque l'ensemble des pratiques cloud du jour, donc tout ce qui est résilience, tolérance aux fautes, etc. Avec aussi de la multi-tenant, donc pouvoir isoler des gens sur le même cluster, etc. Et la différence en fait, fondamentale entre RIC et Kubernetes, de base, nativement, c'était que RIC devait pouvoir scheduler autre que des conteneurs, c'est-à-dire des machines virtuelles ou des bare metal applications, donc un script ou autre chose. RIC aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire, c'est donc exécuter des workloads de conteneurs
Par exemple, on lui passe une image, je sais pas, une Alpine, dans une workload, on s'est inspiré de Kubernetes, on vous montrera à quoi ça ressemble. Donc on va exécuter et pouvoir monter un conteneur. On a toute la notion de multinode scheduling. Donc par exemple, si j'ai plusieurs nœuds workers, là on l'a implémenté de façon random, mais une workload va pouvoir être instanciée sur un ou plusieurs nœuds workers. Et on a tout le système de workload recovery, c'est-à-dire on va dire un peu la tolérance aux fautes. Si jamais un nœud worker tombe, la workload peut être schedulée sur un autre nœud. Donc pour commencer, on va commencer par un peu expliquer l'architecture qu'on a choisie pour faire notre RIC. Donc pour interagir avec notre cluster, on a décidé d'utiliser une CLI qui communique en HTTP. On aurait bien sûr pu utiliser un front-end ou quelque chose d'autre, mais bon, on a décidé d'utiliser une CLI par souci de simplicité. Dans notre nœud master, on a le contrôleur. Le contrôleur en interne, qu'est-ce que c'est? Si tu peux passer la slide. Ouais. Le contrôleur en interne, donc la CLI, en fait le contrôleur va exposer deux API, une API externe qui communique directement avec la CLI et une API interne en gRPC. Donc on a décidé de choisir le gRPC pour la communication interne, on vous expliquera pourquoi. Et en fait notre contrôleur, ça va être la source de vérité de notre cluster. Il va stocker donc, tout ce qui est workload et les instances de ces workloads dans une base de données qui est SQLite. Donc ce contrôleur, comme j'ai dit, va communiquer en gRPC avec nos schedulers. Et en fait, nos deux composants, contrôleur et scheduler, c'est ce qui va former donc, notre master node, vraiment le nœud de base pour contrôler notre cluster. Le scheduler en interne, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pareil, deux API pour communiquer en interne, deux API gRPC. Donc en fait, le scheduler va recevoir une workload. Il va regarder dans son état si cette workload est déjà schedulée ou pas. Et en fait, dans son état, il va avoir sa liste de workers qui sont disponibles. Comment il va savoir qu'ils sont disponibles? En fait, au moment où va monter un nœud worker, il va lui remonter des métriques. Et donc le scheduler sera capable de savoir si ce nœud est vivant ou pas et pourra donc scheduler cette workload. Du coup, le dernier composant, donc l'architecture, donc ça va être peut-être le truc qui est un peu le plus important parce que c'est lui qui va vraiment gérer le lancement des conteneurs. C'est le node agent qu'on a vraiment sans originalité appelé Ricklet, donc pour le kubelet. Ce composant, du coup, il y a quatre composantes internes, pardon, qui est d'abord donc l'endpoint gRPC qui va lui permettre de communiquer de manière bidirectionnelle avec le scheduler. On a toute la partie donc metrics exporter qui lui va gérer, bon, comme son nom l'indique, de récupérer les métriques de l'hôte, des conteneurs et de les renvoyer au scheduler pour que lui puisse prendre des décisions de scheduling en fonction de ces métriques-là. On a l'OCI Image Manager ici en violet qui lui va être chargé de récupérer des images donc, sur des registries comme Docker Hub, GitHub, etc. Et finalement on a le Container Manager au centre en bleu qui lui va simplement lancer les conteneurs à partir des images qui auront été récupérées par l'image manager. Donc du coup, comment est-ce que dans RIC on lance un conteneur? Donc à savoir qu'on a trois dépendances. Donc pourquoi est-ce qu'on a introduit ces dépendances? C'était juste par un souci de simplicité, pour essayer d'aller vite. Aujourd'hui, on pourrait très bien les remplacer, il y a des choses qui permettent de le faire, mais aujourd'hui, on a ces trois dépendances qui sont Scopeo, Imoki et Runc. Donc tout d'abord, en fait, quand on va indiquer au Ricklet de pull une image, donc là par exemple Ubuntu Latest, on va en fait piloter Scopeo. Donc pour ces trois dépendances, on a développé des bindings en Rust qui permettent de piloter les binaires. Et on ordonne à Scopeo du coup de télécharger l'image depuis Docker Hub ou autre et de la stocker en local. Ensuite, on a l'intégration d'Umoki, donc Umoki qui est un outil en ligne de commande également qui va permettre de créer un bundle OCI qui va être prêt à être lancé par un container runtime et également de lui appliquer des modifications, donc par exemple pour pouvoir lui ajouter des variables d'environnement, modifier les namespaces, modifier ses groupes, etc. Et une fois du coup que Umoki a fini son travail, on a un bundle OCI valide, donc Ubuntu Latest, qui contient le root FS, donc le file system du conteneur, et le config JSON qui contient l'ensemble des métadonnées du conteneur, donc comme je l'ai dit, les variables d'environnement, le processus, les users, etc. Et enfin, on a Runc, du coup, qui, donc, je pense que peut-être certains le connaissent ici, est utilisé par Containerd, qui lui-même est utilisé par Docker. Et du coup, Runc permet, donc on lui passe juste en paramètre le bundle et il lance un conteneur Ubuntu sur notre machine.
Donc pour vous faire un petit parallèle avec un cluster cube, donc bien sûr c'est un schéma simplifié. Dans RIC, le contrôleur, chez Cube ça va être deux composants, l'API serveur et le contrôleur manager. Toute la communication interne va se faire en HTTPS, alors que nous on a tout choisi d'utiliser gRPC aussi. Et nous on vous l'expliquera, mais on n'a pas tout ce qui est notion de réseau. Aujourd'hui, un conteneur ne peut pas exposer de réseau, on ne peut pas faire de serveur web ou autre. Donc on n'a pas de composants M+, comme dans Kubernetes, où c'est le kubeproxy qui s'occupe de toutes ces gestions. Donc c'est bien beau, on a des très beaux schémas, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très simple. On a eu pas mal de challenges. Déjà, la première catégorie au niveau design, l'isolation des composants, donc tout ce qui est responsabilité de chaque composant, qui doit faire quoi, qui est responsable de quoi. Donc c'est vrai qu'on était, dans notre projet, on était divisé en chaque groupe. Chaque groupe s'est occupé de travailler sur un composant. Donc il y avait un groupe pour le scheduler, un groupe pour le contrôleur, un groupe pour l'agent et un groupe pour la CLI. Et le dernier pour le network. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Deuxième point, designer des API, dans le sens où ça ne vont pas être souvent mises à jour. C'est vrai que c'est compliqué que si un jour un groupe annonce « Ok, je te renvoie cette payload », si le lendemain il y a un objet qui change ou etc., ça ne va pas être très facile. Donc en utilisant gRPC, ça nous a vraiment aidé d'établir des contrats entre chaque composant. Donc ça nous a aidé pour ce challenge. Ok, d'un point de vue technique, bon, dans un premier temps, donc Rust, je pense que, je sais pas, quelqu'un a déjà fait du Rust dans la salle, juste pour... Ok, ça va, il y a des connaisseurs. Mais du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Rust, au premier abord, c'est pas le langage le plus facile à aborder. Là, par exemple, on a un joli mème qui illustre un peu la frustration qu'on peut avoir à force de se prendre des heures par le compilo. Du coup, ouais, Rust a été un challenge, il a fallu qu'on apprenne un peu toutes les notions qu'il apporte, et c'est encore aujourd'hui, on galère encore avec, voilà. Donc Rust était un point noir un peu à faire, mais au final, ça va, on a réussi à quand même faire quelque chose. Ensuite, il y a toute la partie, donc vraiment compréhension très bas niveau, donc des conteneurs. Donc comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'un share, à quoi ça sert, qu'est-ce que les namespaces, qu'est-ce que les cgroups, qu'est-ce que la spécification OCI surtout, et à quoi elle sert et pourquoi elle a été créée. Donc tout ça, c'était des choses qu'il a fallu comprendre, approfondir, et c'était pas facile de comprendre tout ça d'un coup, ça faisait beaucoup d'infos. On avait toute la partie donc mécanisme d'orchestration également. Comment est-ce qu'en fait on sélectionne des métriques, et comment à partir des métriques qu'on a sélectionnées, on va pouvoir dire ben là mon worker X par exemple, il va pouvoir recevoir tel conteneur ou tel workload parce que la workload va prendre telle ressource en entrée. Donc ça c'était des choses nouvelles. Et finalement, donc, comme l'a dit Hugo, on a décidé d'utiliser gRPC qui nous permettait de définir très clairement nos contrats au format protobuf, donc protobuf qui est le format de déclaration de gRPC, et derrière de générer du code. Et du coup, en fait, le code qui était généré, il fallait qu'on comprenne comment l'intégrer dans notre application. Donc qu'est-ce qu'on avait à écrire nous et qu'est-ce qui était généré de son côté pour qu'on puisse faire que les choses fonctionnent de manière fluide et efficace. Dernier challenge et pas des moindres, surtout dans un projet à 11, la partie humaine. Donc il fallait gérer des gens avec différents bagages. Donc il y en avait qui venaient de DUT, d'autres de prépa, donc pas avec les mêmes bagages, on va dire, techniques, que ce soit au niveau développement ou gestion de projet. Donc savoir comment les gérer, et aussi donc coordonner les équipes pour qu'il n'y ait pas une équipe en retard et une autre qui soit plus en avance. Donc avec ça, on a établi tout simplement des leaders d'équipe qui remontaient les informations, et voilà, la communication pouvait bien s'effectuer. Donc du coup, Hugo va se mettre en place pour la démo. Donc juste pour la démo, ce qu'on a mis en place, donc c'est sur Google Cloud. On a déployé donc 3 nœuds dans un network. Un nœud qui va être le master, donc qui va contenir le scheduler et le contrôleur au format service systemd. Et 2 nœuds worker du coup avec un Ricklet qui est également au service systemd. Ok, donc je regarde, j'ai ma petite anti-sèche. Peut-être agrandir un peu juste. Donc pour vous expliquer un peu les différents shells, donc là j'ai ma CLI, donc ce qui est en local, donc le RICCTL qui permet d'interagir avec le cluster, et dans l'ordre là j'ai le contrôleur, bon, vous pouvez voir de toute façon, contrôleur, scheduler, et j'ai mis en place 2 workers. Donc on va commencer par exemple
déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble une workload, parce qu'on en a parlé, mais on ne vous a pas dit à quoi ça ressemblait. Donc en fait on s'est inspiré du schéma de Cube. Donc ici j'ai une workload avec 2 containers, une image, une avec une image Ubuntu et l'autre avec une image Alpine. Donc admettons j'ai envie de créer cette workload. Je commence par déjà pour qu'elle soit stockée donc, dans la base de données du contrôleur et qu'il soit au courant qu'elle existe. Je lui crée la workload et je lui spécifie le fichier. Donc voilà, la workload a bien été créée. Ensuite, admettons, je vais vouloir instancier cette workload pour qu'il me crée donc, les deux conteneurs. Donc j'ai juste à lui spécifier l'ID de la workload que j'ai préalablement créée. Donc là, on voit bien que j'ai bien créé la workload. On voit bien que dans le contrôleur, donc là, il a bien, là, on peut voir la commande d'avant, donc qu'elle a bien été créée. Il a bien schedulé donc l'instance de cette workload. On peut voir que le scheduler, voilà, à chaque fois qu'une workload est créée, il passe en statut creating, puis quand les conteneurs run bien, il passe en statut running. Et donc là, on va voir dans quel worker. Donc ça a été fait dans ce worker. Là, imaginons, j'ai ce nœud qui tombe. Donc je vais vouloir tout ce qui est workload recovery, je vais tester ça. Donc par exemple, si je tombe, si j'ai la bonne commande, si par exemple, donc faut savoir que tout, donc pour la démo, on fait tourner donc tous nos services en binaire, qui sont dans des services Linux. Donc là, imaginons, je tombe mon Ricklet, donc mon agent responsable d'exécuter les conteneurs. Ça prend un certain temps, mais voilà, on voit bien qu'il a bien détecté que le worker est passé en mode not ready et qu'il recrée directement dans l'autre disponible tout ce qui est, voilà, il l'a recréé dans l'autre tout ce qui est conteneur, etc. Pour vous montrer que on n'est pas des menteurs, on crée pas, c'est pas des logs déjà préenregistrés. On va regarder qu'on a bien des conteneurs créés. Donc là, dans mon nœud, je suis bien sur une Debian. Et si par exemple, donc pour avoir mes conteneurs, je fais sudo installist, par exemple avec l'Alpine, si je fais la même commande, hop, je la copie, hop, et que je récupère son ID, hop, je m'en sors. Voilà. On voit bien que c'est bien une Alpine, donc c'est bien un conteneur qui tourne. Ok, du coup, donc merci Hugo pour la démo. Donc on est conscient qu'on est vraiment très loin de ce que fait Kubernetes aujourd'hui et on vise vraiment pas à le concurrencer. C'est vraiment MVP, c'était pour montrer que voilà, on peut refaire quelque chose de manière simple et pas forcément en Go ou autre. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans la partie retour d'expérience. Donc qu'est-ce que ça nous a appris tout ça? Et on finira par quelques évolutions. Tout d'abord, du coup, donc si on avait le projet, que là on repartait de zéro, qu'on avait à le refaire ou qu'on vous conseillait par exemple pour que vous fassiez la même chose, je pense qu'on garderait du coup tout ce qui était donc distribution du travail entre les équipes, donc que chaque équipe soit responsable d'un composant, donc un peu à la manière des développements d'aujourd'hui avec les microservices, etc. C'est des choses qui marchent bien. Et nous aussi, ça nous a plutôt réussi. On n'a pas eu énormément de problèmes. Il y a eu quelques soucis. Hugo les évoquera tout à l'heure, mais forcément, de toute façon, dans chaque projet, il y a toujours des soucis, que ce soit gestion ou autre. Il y a toute la partie aussi donc gRPC, gRPC qui a été un gros plus parce que ça nous a vraiment permis d'avoir de manière structurée et codifiée toutes nos interfaces et qui a également du coup nous a permis de découvrir un autre moyen de faire des API synchrones au-delà des API RESTful classiques. Donc là, quelques points où on aurait pu s'améliorer. Donc là, on en a choisi 2 parce que bon, on n'avait pas assez de place sur le slide pour énumérer tous les mauvais points qu'on a et toutes les mauvaises directions qu'on a prises. Mais pour retenir 2 points au niveau ce qu'on aurait pu améliorer, team management et tout ce qui est synchronisation entre les équipes. Donc c'était notre premier projet. C'est vrai qu'on était aussi du côté entreprise, on venait de rentrer dans des entreprises, etc. Donc on n'était pas trop compétent au niveau gestion de projet. D'où donc il n'y a pas de network dans notre de SDN, de Software Defined Network dans notre cluster, dû à un problème de casting.
En fait, c'était pas assez hétérogène dans certaines équipes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette partie network. Et surtout, comme bon dev, on s'est dit la doc c'est pas important, ni les tests. Et là, il n'y a pas longtemps, on s'est remis dans le projet. Et on a bien galéré, même pour nous qui ont développé le projet, c'était compliqué. Donc on est en train de réécrire un peu la documentation et les tests. Peut-être dû à une mauvaise communication, il y en a dans certains composants, mais pas dans tous. Donc bon, de ce côté-là aussi, ça serait un point amélioré. Et pour retenir un peu tout ça, je pense que pas mal de gens doivent s'en rendre compte. Pour nous, ce que ça nous a permis d'apprendre, c'est que l'humain, dans les projets, et surtout la gestion de projet, c'est plus important que le technique. Le technique, on peut vite le régler, voilà, en pratiquant, mais la gestion de projet, nous on la pratique tous les jours et on a encore des lacunes, donc c'est ce qu'on peut retenir. Du coup, finalement, donc, qu'est-ce qu'on a vraiment appris avec le projet? Donc, du coup, Rust, l'écosystème qu'il y a autour, ça nous a permis de découvrir ce langage, de découvrir la façon dont on architecture un projet Rust, etc. D'ailleurs, l'écosystème Rust autour des conteneurs, qui je pense a bien évolué depuis 2020 ou 2021 quand on a fait le projet. Il n'y avait pas beaucoup de libres, d'où le fait qu'on ait utilisé des outils existants où on a développé des bindings par-dessus. Donc tout l'aspect également donc, des conteneurs et de Kubernetes au vraiment très bas niveau. Aujourd'hui, on sait comment est constitué Kubernetes, comment est-ce qu'il fonctionne. On sait également donc, ce qu'est un conteneur, comment ça fonctionne, et ça nous permet d'intervenir sur des points qu'on n'avait peut-être pas l'occasion de faire auparavant ou qu'on n'aurait pas fait. Tout l'aspect donc gRPC, RPC, comme je l'ai dit, qui était nouveau pour l'ensemble d'entre nous et qui nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait je me répète, qui nous a permis de découvrir qu'il y avait d'autres moyens que les API REST pour faire du synchrone. Et il y avait aussi une petite partie open source parce que du coup le projet est open source sur GitHub. Bon, vous aurez le lien si vous voulez regarder à la fin. Et du coup on essayait du moins à faire des belles PR, des bons commits. Ce qui est en fait important aujourd'hui quand on veut contribuer à un projet open source. D'un point de vue management, du coup, il y a tout l'aspect travail d'équipe. C'est vrai que du coup, c'était notre premier gros projet avec un niveau de complexité pareil. Du coup, on n'était pas du tout habitué à travailler en équipe. On se connaissait depuis 6 mois, 7 mois à peu près. Et du coup, c'est vrai que ça nous a renforcés, ça nous a permis de se découvrir les uns les autres et de vraiment apprendre à travailler ensemble. Tout l'aspect également self-learning. On a dû chercher par nous-mêmes sur des documentations. Stack Overflow, pour le coup, il ne suffisait pas. Et ChatGPT n'existait pas à l'époque. Et du coup, il a fallu qu'on cherche sur des forums un peu très bas niveau, style les forums Linux, etc. Et finalement, l'aspect peut-être le plus important pour nous, futurs ingénieurs, c'est l'aspect de résolution de problèmes complexes. Donc comment est-ce qu'en tant qu'ingénieur, avec notre boîte à outils, que ce soit Rust, Go ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on va prendre un problème complexe en entrée et comment est-ce qu'on va pouvoir sortir une solution qui va être la plus sereine et la plus simple possible. Donc tout ça, c'est un aspect vraiment, vraiment important. Juste, là, on va faire un petit teasing. Donc là, on a présenté Rick. Aujourd'hui, il y a Morty qui est en route. Donc c'est le projet sur lequel on travaille actuel. Et en fait, tout ça, c'est pour illustrer que... C'est original. Ouais, le nom est original. Tout ça, c'est pour illustrer qu'en fait, Rick est ici, encadré en rouge, et c'est pas un projet mort, il s'inscrit dans quelque chose de bien plus gros. Morty, qui du coup est une plateforme de function as a service, donc pour pouvoir lancer à la manière d'AWS Lambda. Et du coup, on a choisi d'utiliser Rick comme notre composant primaire pour pouvoir scheduler les VM qui lanceront les fonctions, etc. Mais on en passe les détails, c'est pas le sujet du jour. Alors, pourquoi on vous invite à vous intéresser un peu à Rick et pourquoi nous, on pense que Rick, c'est pas à délaisser. C'est vrai qu'on a évoqué pas mal de désavantages, mais il y a quelques avantages. Comme d'abord, c'est vrai que Rick, c'est une base de code assez légère. Voilà, c'est un petit projet qui a duré sur quelques mois. Donc, un petit projet pour apprendre au niveau pour des gens qui ne savent pas vraiment, bon, pas pour vous du coup, mais pour des gens qui ne savent pas vraiment comment fonctionne un orchestrateur, ça peut être un bon moyen. Aussi pour tous ceux qui sont un peu bricoleurs, etc. C'est facile, je pense, de monter, c'est même sûr, de monter Rick sur un cluster, par exemple, de Raspberry Pi. C'est vrai que c'est assez léger et beaucoup moins complexe que, par exemple, monter un cube. Et enfin, c'est un bon moyen pour ceux qui ne connaissent pas encore d'apprendre Rust. Ouais, si je peux rajouter,
S'il y a des gens qui, voilà, comme vient de dire Hugo, qui ont envie de découvrir tout ça et de vouloir contribuer, sachez qu'on vous pouvez ouvrir des issues, ouvrir des PR, on les lira, on n'est pas mort sur le projet, on va dire. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, on vous invite quand même à jeter un œil et à la limite proposer des évolutions. Même pour nous, je pense qu'on apprendra beaucoup de choses. Si vous... Voilà. Vous pouvez même nous critiquer et se foutre un peu de nous, parce que c'est vrai que des fois le code c'est pas très beau, mais il est amélioré. On a fait comme on pouvait. Ouais, c'est ça. Finalement, du coup, la morale de ce qu'on retient en fait de ce projet-là, c'est que la documentation, c'est bien. Ok, quand on veut utiliser un outil ou quelque chose, on va premièrement aller voir la documentation. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour apprendre, on va dire, parce que la documentation, on va lire 3-4 pages, on va dire ah c'est bon, j'ai compris. Mais finalement, en fait, peut-être que 2 jours plus tard, on aura tout oublié. Du coup, pour nous, vraiment mettre les mains dans le code, dans le cambouis, si je peux dire, c'est vraiment bénéfique parce que ça nous a permis d'apprendre et de comprendre par le faire, quoi, enfin, entre guillemets. Et du coup, voilà, donc la morale, ce serait qu'il n'y a aucun moyen d'apprendre mieux qu'en essayant de faire quelque chose. Donc même si on savait très bien qu'on n'allait jamais concurrencer Kubernetes, qu'on n'allait jamais arriver à faire un système complet, c'est quelque chose qui nous a appris énormément. Et je pense que c'est bénéfique et ce projet-là, pour nous, est vraiment emblématique pour nous, la promo et la formation des Hauts de Polytech. Donc merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions particulières, on peut y répondre. Et j'en profite juste pour ajouter que vous avez le QR code ici si vous voulez flasher pour accéder direct au repo, sinon vous avez l'URL en dessous, juste ici. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, déjà, super projet. J'ai vu que vous avez utilisé du coup des runtime OCI. Est-ce que vous avez, quitte à faire du Rust, allez voir les runtime OCI qui sont implémentés en Rust? Ça aurait peut-être été plus facile à créer les bindings, etc. Donc, je pense à Yuki, pour ceux qui connaissent. Oui, alors on connaît. On avait regardé Yuki. On n'avait pas à l'époque, je crois qu'on n'avait pas super bien compris comment on pouvait l'intégrer. Donc pour rester simple, en plus on avait des délais assez courts pour le projet. On avait décidé d'utiliser des choses qui existaient déjà et de les piloter. Mais il faut savoir qu'on ne l'a pas mis là parce qu'on pensait que ça ne rentrait pas en timing. Au final, là, ça va, on était large. En deuxième année, du coup, donc en 4e année d'école d'ingé, on a refait un container runtime par nous-mêmes. Donc qui, pareil, n'est pas exactement, pas fini et pas ready pour être utilisé ici. Mais on a refait un container runtime en Rust également. Donc si jamais ça intéresse, on a aussi le lien du repo si jamais. Okay. Merci. Bonjour, bravo déjà, c'est un super projet je trouve. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion de bencher un peu les différents composants que vous avez écrits? Parce que Rust, pour moi, ça me paraît être un bon outil pour optimiser la gestion de la mémoire, tout ça, et avoir des programmes qui tournent plus rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire? Est-ce que vous comptez le faire? Parce que ça pourrait éventuellement, après, j'imagine, pour être intégré dans... Je ne sais pas, pourquoi pas Kubernetes, on ne sait pas. Hein, mais il y a clairement des avantages de Rust par rapport à Go là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? C'est quelque chose que, on va dire un peu à la manière de la create, de l'OCI. On y a pensé, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps non plus. Ça peut être une bonne amélioration. C'est vrai que pour voir vraiment l'avantage de Rust face à, par exemple, à du Go, etc., ça pourrait être très, très intéressant de bencher tous les composants, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le temps d'implémenter. Mais oui, pour plus tard. Pas d'autres questions? On a été assez clair. Trop. Alors, merci à tous. Moi, j'aimerais rajouter une petite anecdote. Merci à tous. Une petite anecdote comme ça après. Petite anecdote, il y a une vingtaine d'années à peu près, donc je pense quand j'avais à peu près votre âge, avec un cousin, on bossait, enfin surtout lui, bossait sur un truc qui s'appelait à l'époque KOS, Kid Operating System, qui est devenu ensuite SOS, je crois, Simple Operating System, duquel il a dérivé des articles, des trucs qu'il avait écrits comme ça. Le but, c'était jamais d'écrire un vrai OS, hein, soyons clairs.
Mais bon, fast forward une vingtaine d'années, maintenant, en fait, il dirige une petite boîte qui s'appelle Bootlin, à Colomiers, à côté de Toulouse. Et Bootlin, en fait, sont régulièrement, je ne sais pas si c'est tous les ans, hein, mais régulièrement, ils sont dans les top 10 des committeurs du noyau Linux. Voilà, donc je ne sais plus si vous l'avez dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, non, Mais voilà, c'est tout. Je dirais que ça. Encore merci et bravo. Merci. Merci.